essayer de revenir sur les baignades en Seine et d'expliquer un petit peu comment se déroulaient ces loisirs dans la première moitié du XXe siècle. L'idée, en fait, il y a un petit peu que j'ai pas travaillé sur le sujet des baignades. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'ai abordé le sujet. Il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai fait ma thèse sur l'histoire du sport à Rouen dans l'entre-deux-guerres. Il s'agissait d'étudier la mise en place des politiques sportives qui se mettent en place au niveau local à cette période. Voilà un petit peu le point de départ. Et ça m'a permis de constater que la Seine était un espace de pratique relativement fréquenté, dans un environnement qui était d'ailleurs bien pollué. Et puis de constater aussi que la mise en place d'équipements finalement est venue faire un peu concurrence à ces espaces de baignade. L'idée, c'est de savoir qui se baigne, dans quel environnement, pour quel plaisir, et d'essayer de remettre tout ça dans un contexte en étant moins focalisé sur les aspects techniques, mais davantage sur la question de l'environnement physique et social qui entoure cette pratique. Je parlerai d'ailleurs pas à proprement parler de sport, mais plutôt de loisirs, pour ne pas se restreindre volontairement à une pratique plus compétitive, qui est souvent est davantage mise en avant, parce qu'elle a des représentants. On le voit bien en ce moment avec les Jeux Olympiques, par exemple. Il y a un mouvement organisé qui défend une forme de pratique, et puis il y a d'autres formes de pratique, qu'on appelle ou ludiques, ou récréatives, ou en tout cas de loisirs, qui elles ont moins de représentants et qui, de ce fait-là, peut-être ont plus de difficultés à porter les sujets, à défendre un droit, à des accès à certaines formes de pratique. Ce qu'il faut prendre en considération pour se remettre un petit peu dans le contexte sportif, c'est que les pratiques physiques, on considère qu'elles se développent à la fin du 19e siècle, le sport en particulier à la fin du 19e siècle, avec l'émergence des villes, s'affirme avec le capitalisme, et donc c'est vraiment dans les villes que se propage le modèle sportif compétitif, et les rivières vont être gagnées en fait par ces formes de pratiques, mais aussi non seulement par la natation, mais aussi par la baignade, par la pêche à la ligne, par le canotage, qui, eux, sont des formes de pratiques plus anciennes, qui sont assez développées dans la littérature. Et on retrouve donc dans le fleuve toutes ces formes de pratiques qui transforment un petit peu la manière dont on utilise les bords de Seine, qui sont largement utilisés par l'industrie, parce que Rouen est un grand port, un grand port de commerce, avec un hinterland industriel qui est développé, et qui fait que les quais sont largement occupés en fait par l'industrie, et donc cette société des loisirs, elle se construit en opposition aussi avec le développement industriel. On en reparlera. Il y a un autre aspect pour parler de la Seine, c'est le fait que la Seine est considérée aussi comme une frontière entre la rive droite et la rive gauche. On voit par exemple sur les cartes touristiques, la rive gauche est souvent effacée de la carte en fait, elle n'y apparaît même pas, elle n'est pas mise en valeur, de même que les établissements culturels sont plutôt dans le centre rive droite. Voilà, c'est des choses qui sont assez connues, les quartiers populaires se développant à gauche, de rive gauche, et l'industrie également. Donc on a une ville qui est assez cloisonnée, avec des espaces de pratique sportive qui vont eux aussi se répartir dans la ville et aussi s'organiser avec des hiérarchies. Comme l'habitat est hiérarchisé, les pratiques sportives sont elles aussi hiérarchisées et occupent des espaces différents dans la ville, ce qui leur donne aussi des significations particulières. Ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que l'île Lacroix en fait va constituer le foyer principal des pratiques,
des pratiques nautiques en Seine et donc de la baignade. Ça devient un haut lieu de pratique. Bon, je passe peut-être sur la présentation des sources qui sont mobilisées et qui permettent un petit peu d'essayer de retracer cette histoire de la baignade. Hein. Archives issues d'associations sportives, des archives départementales, municipales ou de quelques fonds documentaires qui sont rassemblés dans des musées. Alors, pour l'île Lacroix, je disais que c'était un lieu central dans l'entre-deux-guerres, notamment. Pour quelles raisons? Ça s'explique par effet de concentration. À Rouen, il y a deux espaces où s'organisent les loisirs nautiques avant l'entre-deux-guerres. C'est le port de Yacht, qui se situe à l'ouest du centre-ville, et puis le cours La Reine, qui se situe, lui, sur la rive gauche, à peu près au niveau de l'île Lacroix, et qui est un espace dans lequel un espace de nage sera offert, qu'on appelle les bains du Galet. Voilà, donc on voit à l'arrière-plan, là, sur la carte postale, sur la droite, le cours La Reine avec l'allée d'arbres, qu'on retrouve également ici. Et donc la zone de bain qui est gérée par la municipalité, elle se positionne, vous voyez, en amont du pont dit pont aux Anglais, hein, qui est celui par lequel passe la ligne de chemin de fer entre Paris et Rouen. On retrouve deux zones de bain qui sont délimitées par des bastins en bois. Vous voyez qu'il y a une zone... Alors, excusez-moi, sur cette image, on voit mieux qu'en fait, il y a deux zones de baignade. Une qui est vraiment délimitée, on va dire qui dessine un rectangle avec un système où on laisse passer l'eau, en fait, ce qui permet de ne pas se laisser emmener par le courant. On a vu tout à l'heure, en se baignant, que le courant pouvait être assez fort, et il peut l'être davantage qu'il ne l'est aujourd'hui. Et puis il y a une deuxième zone de bain, en fait, qui est délimitée par le ponton qu'on peut voir derrière le batelier, qui assure la surveillance depuis son embarcation. Cette zone de baignade, là, sur la photographie, on n'y voit que des jeunes hommes, hein, et des enfants. Il n'y a pas de femmes qui s'y baignent. Il y a eu d'autres espaces à Rouen dans lesquels on se baignait. Donc, voilà, il y a encore une séparation entre la baignade des hommes et la baignade des femmes. Une surveillance par les bateliers et un système de sécurité, de location de vêtements et d'espaces de cabines, de dépôt des vêtements qui est organisé par la ville. Voilà, donc aux abords du cours de la Reine, donc établissement qui disparaît, comme le port de Yacht, pour laisser place au développement industriel, en fait. Donc ça suscite des réactions de la part des élus, hein, qui essayent qui, pour certains d'entre eux, militent pour la préservation de ces espaces, mais qui ne réussissent pas finalement à faire aboutir leur demande. La deuxième explication qui fait que les loisirs se concentrent sur l'île Lacroix, c'est de par sa position, elle est relativement proche du centre-ville, elle est à l'articulation grâce au pont Corneille entre la rive droite et la rive gauche, donc il y a un accès qui est relativement facile, même si c'est une impasse à certains moments, sauf quand il y a une passerelle, mais c'est quand même une impasse, dans laquelle d'ailleurs on trouve plusieurs établissements qui sont liés aux loisirs. Il y a eu un skating sur l'île Lacroix, il y a aussi les Folies Bergères, mais on est quand même dans un paysage qui mêle des aspects très industriels. Il y a une usine à gaz par exemple, il y a des chantiers navals, voilà. Et, on a bien entendu, il ne faut pas s'imaginer l'île Lacroix comme un cadre bucolique et idéal pour installer des loisirs dans un cadre verdoyant. L'île Lacroix est aussi un point de départ pour le canotage, pour la rame, pour les bateaux à moteur, avec une mode en fait pour le canotage qui s'est développée au début du 19e siècle et dont on peut penser
qu'il est souvent accompagné, enfin souvent je ne sais pas, mais en tout cas c'est parfois l'occasion également de baignade. Et donc une logique de concentration d'activités dont vont se saisir des propriétaires de sociétés qui vont à la fois louer des équipements, qui vont vendre des équipements pour naviguer et qui vont en même temps se charger d'aménager des espaces de baignade. Donc il y a un cas particulier, André Bournisien, qui est le propriétaire d'un magasin d'équipements sportifs dans le centre-ville de Rouen. Ça se situait rue Saint-Nicolas et on a la chance de toujours pouvoir observer l'enseigne. Alors c'est peut-être pas l'enseigne du temps de Bournisien, mais en tout cas du magasin. Donc levez les yeux quand on passe dans la rue Saint-Nicolas, vous pouvez repérer ça. C'est un magasin de jouets aujourd'hui. Et donc en fait, ce monsieur Bournisien, il s'installe sur l'île Lacroix et il développe des activités de nautisme. C'est aussi quelqu'un qui développe des activités d'aventure, qui fait des présentations en fait sur ses vacances, qui est vraisemblablement un adhérent du Touring Club de France et qui parle de ses expéditions à la rame dans des rivières qui sont encore peu cartographiées au moment où c'est en train de se mettre en place sous la forme d'un réseau et où le Touring Club de France publie des manuels qui offrent des itinéraires en fait qui permettent de naviguer sur les canaux et rivières de France. Voilà, donc il y a à cette période-là également, on peut faire par exemple des Rouen-Marseille en passant par les canaux et rivières, et on commence à faire, à mettre en avant ce type d'activité. Donc c'est aussi un contexte qui est favorable au développement de la baignade et qui permet pour ces personnes qui vivent, comme Bournisien, qui vivent de l'activité sportive, en fait, d'asseoir leur activité sur différents types de loisirs, la baignade ne se pratiquant que sur un temps assez court, puisque l'eau est froide, voire très froide, après septembre et puis avant juin, on va dire, pour être sur une période relativement large. Voilà. Autre établissement de bain sont les bains, je ne sais pas, comme en décalage, les bains Villers, qu'on voit assez peu sur la photo. Je suis désolé, c'est un petit problème d'éclairage. Peut-être que vous avez déjà vu cette photo. Alors en fait, on doit voir les embarcations à moteur vraiment au premier plan, puis des rangées de canoës de part et d'autre d'un ponton, et puis enfin une enceinte qui est en fait constituée de cabines avec à l'intérieur un contour qui permet en fait de marcher autour d'un bassin qui est lui-même traversé par des grandes traverses en fait sur lesquelles sont assis les nageurs là avec leur maillot de bain à la Tarzan. Voilà, et donc on voit bien les espaces de cabine, on voit bien aussi les maîtres nageurs qui se mettent là en scène avec les systèmes de cordage qui permettent de maintenir les élèves. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les bains Villers de l'intérieur. Il y a très peu de photos des bains Villers de l'intérieur, j'en connais pas d'autres, et c'est lié aussi au fait que ces espaces sont construits comme des enceintes qui doivent rester fermées parce qu'il ne faut pas que les passants à l'extérieur voient en fait les sportifs en train de nager ou de s'adonner à la baignade. Voilà, je n'ai pas non plus, je ne sais pas dans quelle mesure ces bains Villers sont ouverts aux femmes également. Voilà, je ne sais pas s'il y a des créneaux réservés. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Toujours est-il que il y a une logique de concentration des équipements qui se fait sur l'île Lacroix. J'ai essayé de recenser un petit peu par période les associations qui se mettent en place, les sociétés commerciales, et de voir quels étaient les effectifs. Donc on a par exemple
voilà, on voit clairement une augmentation du nombre de propositions, avec 3 points. Un premier point, c'est Voile et Hélice de Rouen en 1912, qui est affilié au Touring Club de France, donc la fédération nationale qui organise et structure le tourisme, se substituant à l'État d'ailleurs dans cette mission d'une certaine manière, et qui va créer un ponton, qui va permettre à la fois de nager, qui va permettre aussi d'embarquer, et qui va permettre aussi une halte pour des bateaux qui font la traversée entre Paris et Deauville, par exemple. Il y a une course entre Paris et Deauville qui se court depuis la fin du 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et qui marque bien finalement ce lien entre cet usage de la Seine en fait qui sert au loisir des Parisiens. Un deuxième foyer au niveau de la rue de l'Industrie, au niveau de l'île Lacroix, où on trouve 3 pontons, une société des régates, un club nautique, le club nautique et athlétique de Rouen, le CNAR, et puis un 3e ensemble avec les Bains Villers, qui accueille lui aussi des adhérents d'un club de natation, les Esturgeons de Rouen. Donc là, on est dans l'aspect sportif de l'activité, et un club de plaisance sport nautique de Rouen. Voilà. Donc une association en fait des différentes activités qui permet à la baignade d'avoir des équipements et de se maintenir dans le temps. Alors il y a des profils qui vont être différents entre ces lieux. Par exemple, le CNAR va se constituer dans l'entre-deux-guerres comme un club omnisport important. Il y a à peu près 70 rameurs qui peuvent s'exercer au club nautique et athlétique, mais il y a aussi une section haltérophilie, il y a aussi une section tennis de table, il y a aussi de la natation, il y a aussi de la musculation, il y a aussi un plongeoir qui est mis en place. Le plongeon étant une activité qui aujourd'hui n'est plus très à la mode, mais qui était très développée, présente dans le programme des Jeux Olympiques, qui avait un dynamisme plus important qu'aujourd'hui. Voilà. Et puis donc le CNAR se développe comme un club sportif omnisport avec ses champions nationaux et internationaux, même si on peut dire que les effets de concurrence et la notion même de champion n'a pas tout à fait la même signification qu'aujourd'hui. Un champion international n'est pas nécessairement toute sa vie focalisé sur l'obtention d'une performance. Donc voilà, là encore il y a des effets de chronologie. Voilà, il faut éviter les anachronismes. L'autre dimension qui est présente au CNAR, c'est que si on a différentes activités qui sont associées, c'est que le mouvement sportif il est traversé par des débats, et notamment on lutte pour un certain nombre d'acteurs contre la spécialisation. Et donc l'idée d'avoir un club omnisport, c'est aussi l'idée qu'on doit éduquer par le sport, et donc on ne peut éduquer par le sport en formant des spécialistes d'une activité. Le but est encore de former des hommes complets, dans une logique d'éducation physique, et pas de chercher la gloire et la formation des champions. Donc c'est des débats qui ont un petit peu disparu, mais qui travaillent beaucoup l'entre-deux-guerres, et qui annoncent un autre débat sur la question du professionnalisme, à savoir est-ce qu'on peut et est-ce que soutenir un système qui soutient une activité physique salariée. Est-ce qu'on peut continuer à considérer que le sport a des vertus et en même temps être réalisé pour des raisons qui sont aussi d'ordre matériel et pécuniaire. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a ces différents modèles qui se confrontent entre des modèles commerciaux, des modèles associatifs, et puis aussi des modèles, un lien avec des idéologies en fait, qui organisent
structure en fait un discours sur la manière dont on doit pratiquer. Après avoir campé un petit peu le paysage des organisations qui proposent de la natation, bien sûr, il est beaucoup plus dur pour l'historien d'essayer de repérer la baignade sauvage, entre guillemets, n'empêche qu'elle existe et que visiblement, il y a quelques extraits qui montrent qu'à un moment donné, les policiers ont essayé d'attraper des nageurs, un petit peu comme cet après-midi, on a vu la vedette de la gendarmerie passer juste après nos baignades. Alors, voilà, c'est peut-être un hasard, je ne sais pas. Toujours est-il que on ne peut pas non plus représenter cette période comme une période idyllique où la baignade était autorisée, facile. Hein. On a la circulation fluviale fait partie intense fait partie des problèmes. Le bruit de la ville aussi est exprimé. La pollution atmosphérique est importante. La pollution de l'eau est aussi mentionnée. Alors, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de données quantitatives à vous fournir. J'ai simplement des témoignages subjectifs de sportifs qui, à un moment, font référence au fait qu'ils sont souillés par des hydrocarbures lorsqu'ils vont se baigner. Mais par contre, c'est quand même intéressant parce que ça indique quelque chose de notre sensibilité. Par exemple, voilà, aujourd'hui on se pose la question de savoir si on prend un risque en se baignant. Est-ce que le risque est forcément quelque chose de visible? Pas nécessairement non plus. Voilà. Donc c'est intéressant. Problème de crue, problème de dragage et problème aussi d'objets qui sont charriés par le courant de la Seine et qui expliquent pourquoi on a ces protections en fait autour du pont La Reine. Évidemment, on a vu aussi avant de se mettre à l'eau qu'il y avait des bouts d'arbres qui étaient charriés. Évidemment, pour le baigneur, ça pose problème. La température du fleuve pose problème. Le fleuve, j'ai l'impression qu'on s'y baigne qu'en juillet, août. En tout cas, j'ai pas de témoignages qui disent le contraire. Et pour ce qui est de la navigation, le canotage, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas de mention particulière, mais voilà. Et puis il y a un cadre réglementaire. Là encore, je ne maîtrise pas totalement la manière dont il s'applique. Ok, je tiens les 5 minutes sans problème. Il y a un cadre réglementaire au 18e qui met en avant deux aspects, la question de la sécurité et la question des mœurs. Il s'agit à tout prix d'éviter l'atteinte à la pudeur et c'est par moment, c'est la même réglementation qui s'applique dans la Seine et dans les fontaines de la ville. Voilà, donc c'est aussi un frein à la baignade. Et puis l'autre frein, peut-être, c'est l'arasement des îles. La Seine est encore constituée d'îles, en fait, même à Rouen, au milieu du 19e. Et l'endiguement fait que finalement on offre davantage de vues et peut-être on a moins d'endroits pour se mettre à l'eau sur des quais qui sont industrialisés, qui servent de quais de déchargement en fait et donc pour la baignade c'est un frein. Voilà. Ces contraintes elles expliquent pourquoi les espaces de baignade en fait sont pensés comme des abris et là encore ce qui est intéressant c'est qu'il y a différentes manières de s'abriter du courant, des pollutions et diverses et du vent aussi. Donc il y a le système des bains vilaires, on l'a vu, on a quand même une protection qui est assez importante, à la fois le flux de l'eau, à la fois la vue, mais il y a un autre système qui consiste à mettre de l'eau dans une péniche et en fait à avoir un bassin flottant. Bon, les Parisiens l'ont fait, mais c'est une solution technique qui est rarement évoquée. Donc peut-être que c'est aussi une manière de se baigner en Seine. Et puis peut-être qu'on peut relier ce sujet à la question du coût de l'eau, à la manière de la traiter, et peut-être de la chauffer. À partir du moment où elle circule moins, elle est plus facile à réchauffer
à réchauffer également, et on peut penser à des périodes de baignade plus longues. Pour terminer, en essayant de tenir le temps, il y a une autre préoccupation, c'est pour ces associations et organisations qui cherchent à développer la pratique des loisirs, c'est d'organiser des compétitions. Et la compétition va dans le sens d'une standardisation des espaces de pratique. On a besoin d'être capable de mesurer, et de mesurer des temps, voilà, dans une course par exemple, et aussi de mettre les concurrents à égalité. Donc ça, dans un espace où vous êtes soumis aux marées, où les digues ne sont pas totalement rectilignes, où les clubs voient derrière les spectateurs des entrées d'argent, ça pose problème. Et ça prépare les esprits aussi à une sortie de la Seine, qui sera précipitée, notamment par la construction de la piscine qui est construite sur le boulevard Gambetta, qui s'appelle la piscine Gambetta, voilà, voilà, qui constitue l'espace moderne, hygiénique dans lequel on peut se baigner et qui va certes permettre de se baigner toute l'année, offrir des conditions confortables, mais peut-être aussi faire concurrence à la baignade en Seine. C'est construit à partir en 1935. Pour autant, comme vous le savez peut-être, les bains Villers continuent leur activité en Seine au-delà de cette période. Je pense que jusque dans la fin des années 50, on va pouvoir se baigner en Seine dans un cadre organisé. Tout ça pour dire que cette piscine, elle est le fruit aussi d'une mobilisation des sportifs qui revendiquent d'avoir un espace standardisé pour pratiquer. Et c'est pas un hasard si la fédération milite contre la baignade en Seine et fait passer la Seine pour un espace pollué, et qu'à ce moment-là se construit un discours qui dénigre en fait la baignade en Seine au profit justement d'investissements en faveur des piscines et d'espaces qui permettent de profiter aux nageurs.